Mesdames et messieurs, bonsoir. À Gaza, la souffrance dépasse le stade de l'agonie. La ville s'apparente à une véritable ville fantôme sous les décombres. Des corps sans vie y gisent et au fil de ces ruelles, sous les cendres, on entend la voix de ces enfants encore vivants hier, en train de rire et de jouer comme un écho venu de l'abîme. Dans ce paysage de désolation et d'apocalypse, Gaza résiste, même si les États-Unis ont choisi de prolonger le martyre des Gazaouis en imposant leur veto à l'article 99, balançant ainsi d'un revers de la main l'unanimité de l'Assemblée générale de l'ONU. Pendant ce temps, de plus en plus d'informations ont fait état ou font état de l'entrée en jeu à Gaza de ce qui est appelé l'unité top secrète de l'armée sioniste. Nous allons tenter de comprendre qu'est-ce que signifie tout cela tout de suite dans l'échiquier international. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos deux invités, respectivement Omar Benberti, expert en questions de politique internationale. Omar Benberti est avec nous et sera avec nous dans un petit moment donc par Skype. Est également avec nous Gamal Abina, analyste des questions internationales depuis Paris, en direct. Gamal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à M. Omar Benberti d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'article 99, Gamal Abina, voté à l'unanimité par l'Assemblée générale, n'a pas abouti. Les États-Unis, seuls contre la volonté de tous, ont voté, bien sûr, contre. À quoi justement servent ces articles s'ils ne sont pas appliqués finalement? C'est l'article qui est lié justement au Conseil de sécurité qui consiste à dire que s'il y a un risque pour la sécurité mondiale ou la sécurité régionale, en l'occurrence au Moyen-Orient, qui de toute façon est un risque mondial, parce que s'il y a une guerre au Moyen-Orient, c'est la question des approvisionnements énergétiques qui compte, eh bien, s'il y a ce risque-là, il faut effectivement l'endiguer, faire en sorte d'anticiper et ne pas arriver à une dégradation de la situation en condamnant l'agression sioniste sur la Palestine. Et il se trouve que, et c'est là où les questions doivent s'être posées, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un seul État, les États-Unis, donc le maître à penser, celui qui tire les ficelles de l'État sioniste, s'oppose à cela. Simplement parce qu'il y a un système qu'on appelle le droit de veto, qui est donc une super décision dictatoriale d'un État, le droit de veto qui est totalement antidémocratique. Vous venez de le dire, la totalité du monde est d'accord pour stopper la guerre, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de massacres comme on les voit actuellement, et les États-Unis ont choisi tout seuls de dire non, ils peuvent continuer. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vaut l'ONU si 5 puissances et 5 seules puissances ont ce super pouvoir de pouvoir annuler toutes les décisions qui sont prises à l'unanimité? Et bien simplement de dire que le droit de veto prouve que l'ONU est un machin, c'est comme ça qu'appelait De Gaulle, et que de toute façon, ceux qui décident sont ceux qui ont la force avec eux, donc États-Unis, France, Angleterre et Russie. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que, en dépit des massacres, de plus de 2 mois de guerre et de barbarie que le peuple palestinien subit, des milliers de morts, là, quasiment 20% de personnes 2% qui ont été tuées sur la bande de Gaza, des destructions massives, plus de 70% de destruction. Et bien, en dépit de tout ça, les États-Unis considèrent que les objectifs de guerre ne sont pas atteints et qu'ils ont le droit de continuer leurs gestes barbares. Ils alimentent la guerre, financent la guerre, alimentent en armes et en plus considèrent que le monde ne doit rien dire face à cette barbarie. Très bien, Monsieur Gamal Abina. Omar Benberti, vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute. Très bien, Monsieur Omar Benberti. Alors, les États-Unis, comme je le disais, ont dit non à l'article 99. Donc, par conséquent, oui pour la poursuite des massacres des Palestiniens. Les États-Unis seraient-ils en train réellement aujourd'hui de parrainer l'entité sioniste finalement? Je pense que la résistance palestinienne aujourd'hui ne se bat pas que contre l'entité sioniste. Elle se bat contre les États-Unis qui sont à plein dans ce conflit. Ils approvisionnent, ils alimentent, ils soutiennent, ils votent. Ce sont les seuls à voter contre la résolution du Conseil de sécurité. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun doute à avoir. D'abord, ce doute, personne ne l'a jamais eu. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai entendu les déclarations de Joe Biden, le président des États-Unis, en campagne pour ramasser des sous pour la campagne électorale de 2024, en train de déclarer que Netanyahou devait changer de gouvernement. Il est en train d'essayer d'atténuer quelque peu la position. N'empêche qu'il débloque de l'argent.
Pardon? N'empêche qu'ils sont en train d'essayer de débloquer encore une aide supplémentaire, d'obtenir cette aide du Congrès. Tout à fait, tout à fait. Donc cela montre à l'évidence le double langage que peuvent tenir les États-Unis et ça, je crois qu'il se passe rien de nouveau sous le ciel d'Allah, puisque quelqu'un avait dit bien avant moi, l'impérialisme est un mauvais élève. Donc ils ne changeront pas. Sauf qu'il y a des circonstances maintenant qui font que la résistance est féroce et ils n'arrivent à ne rien obtenir après plus de 2 mois de conflit, avec toute la puissance de l'armada israélienne, sioniste et avec le soutien des Américains. Je crois qu'ils n'ont atteint aucun des résultats et aucun des objectifs qui s'étaient tracés. Ils croyaient qu'ils allaient être dans l'invincibilité, comme ils l'ont toujours cru. D'autre part, on a assisté aujourd'hui aux 2 déclarations de Saraya El-Quds, le porte-parole du djihad islamique, et l'interview, la conférence de presse qu'a donné le représentant du Hamas. Je crois qu'eux aussi, ils ont des positions très fermes et ils disent de manière très claire qu'ils ne céderont en aucune façon et que de toutes les manières, aucun des prisonniers ou des otages ne sera relâché tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu complet. Absolument. Gamal Abina, sur le terrain, le monde entier a démontré son impuissance et on l'a vu donc le jour où le veto a été prononcé. Alors, n'est-il pas aujourd'hui réellement temps de revoir peut-être cette organisation appelée ONU et sur les véritables raisons de son existence, puisque on n'arrive pas justement à faire passer des articles d'une importance comme celui du 99 qui a été activé alors qu'il ne l'a pas été depuis plus de 50 ans? C'est les États-Unis qui les ont voulu. C'était Woodrow Wilson qui a voulu d'abord la Société des Nations, puis ensuite, à la fin de la guerre, ça a été effectivement les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient à nouveau les États-Unis, toujours vainqueurs d'ailleurs, parce qu'ils arrivent toujours en dernier dans la guerre. Et aujourd'hui, c'est le grand argentier de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Est-ce que l'ONU, qui a été voulue par une démocratie, semble-t-il, mais dont le mode de fonctionnement est antidémocratique, puisqu'ils ont un super pouvoir qu'on appelle le droit de veto, est-ce qu'il est légitime? La réponse est clairement simple, non. Le droit de veto est un déni de démocratie évident. C'est-à-dire que celui qui est tout seul décide sur le monde entier. Eh bien, ça, c'est pas acceptable et il faut demander une réforme en profondeur des instances onusiennes pour en finir avec ce droit de veto que 5 pays ont confisqué, dont 2 petites puissances maintenant régionales, que sont la France et l'Angleterre, il faut le rappeler, c'est plus des grandes puissances mondiales. La Russie, toujours une puissance, États-Unis évidemment, et la Chine. L'Inde est une très grande puissance, elle n'y a pas droit. Et de toute façon, le principe du droit de veto est un principe qui est du nihilisme démocratique. C'est-à-dire que la plus grande puissance démocratique mondiale, qui a installé un système qui aurait dû être démocratique, a installé dans le système un sous-système qui l'autorise à faire ce qu'il veut quand il veut. Donc les États-Unis sont une puissance hégémonique, on le sait déjà, et aujourd'hui ils sont en perte de vitesse, ce qui est logique puisque le monde se développe, tout le monde ne reste pas sous-développé, on le note avec la Chine particulièrement, et ils se disent on va conserver cette puissance hégémonique et on va continuer à conserver le droit de veto. Et quand bien même il n'y aurait pas de droit de veto, de toute façon, les États-Unis en 2003 se sont largement passés de l'assentiment de l'ONU et ont quand même été agressés l'Irak. Donc la question qui doit être posée, c'est effectivement un rééquilibrage des rapports de force dans le monde. Et que faire avec l'ONU? Simplement 2 choses une. Ou les États qui sont littéralement humiliés par ce refus catégorique d'une nation sur le reste du monde réforment l'ONU en profondeur et demandent, et d'ailleurs l'Algérie va bientôt pouvoir siéger, demande à ce qu'il n'y ait plus de droit de veto, est-ce qu'il y a un vote pour en finir avec ce droit de veto, et où les États le proposent, ou alors à ce moment-là, il faut quitter l'ONU. On ne peut pas continuer à être dans une instance internationale qui ne respecte que le droit du plus fort. Et aujourd'hui, sur la question palestinienne, barbarie totale, le droit du plus fort est évidemment du côté, non pas israélien et sioniste, parce que ce sont juste les jouets des États-Unis, mais du côté états-unien. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se demander pourquoi ils refusent effectivement l'exercice de cette sécurité ultime qu'avait demandé Antonio Guterres. Simplement parce que les États-Unis pensent, avant même l'extrémiste de droite qui est au pouvoir en terre occupée, ils pensent qu'il faut en finir avec le Hamas. Problème, c'est que pour en finir avec le Hamas, il faut gagner pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une guerre asymétrique, une guerre contre une guérilla. Or, on sait qu'aucun État dans le monde, États-Unis inclus, n'a pu gagner la moindre guerre contre une guérilla, puisque le principe simple, c'est que la guérilla, eh bien, comme le disent les soldats sionistes, ce sont des fantômes. On ne les voit pas. Il n'y a pas de front commun, il n'y a pas une ligne de front, il n'y a pas de position à défendre. Les guérillas sont là pour éreinter, user et détruire le moral de l'adversaire pour finalement gagner, en dépit malheureusement du nombre de morts côté palestinien.
Très bien. Très bien. Alors, Omar Benbarti, il y a aussi sur le terrain un aspect très important, et cela depuis, je dirais, depuis le début de l'offensive ou de l'attaque ou du massacre contre Gaza, c'est-à-dire quelques semaines après, 3 semaines, je pense, où on a parlé sur le terrain d'une entité ou d'une unité top secrète de l'armée de l'occupation sioniste qui serait rentrée en jeu justement pour l'exfiltration des otages. Elle serait spécialisée dans cela. C'est une unité qui est tenue secrète. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler aujourd'hui. Mais alors, cette unité, en rentrant en jeu, quels enjeux, justement, peut-elle avoir, cette unité, réellement? Bon, je crois que ce que le terrain a démontré, c'est qu'ils ont utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour essayer d'entrer, comme vous dites, sur le terrain et débloquer la situation concernant les otages, si on ne parle que de ça, bien entendu, parce que l'objectif, ce n'est pas ça. Mais toujours est-il que tout ça s'est traduit par des fiascos, des échecs totaux. Et ce n'est pas une unité spécialisée dans je ne sais trop quoi, il y en a déjà pas mal. Hein. Oui. Il faut dire que les Britanniques ont envoyé des éléments, les Français aussi ont envoyé leurs services secrets, on va y etc. venir. Donc la résistance, elle est très ferme là-dessus. Elle a démontré par A plus B, depuis plus de 66 jours, qu'il n'était pas question pour elle de baisser les bras ni de lever le drapeau blanc. Et je ne crois pas que l'objectif recherché par le gouvernement d'extrême droite, de fasciste, de Netanyahou, c'est uniquement de libérer les soldats qui sont actuellement entre les mains de la résistance. Je crois qu'aujourd'hui, nous assistons à une situation beaucoup plus vaste qui consiste à éradiquer totalement le peuple palestinien de cette terre. Et donc, c'est un phénomène de décolonisation sans plus. Il ne faut pas... L'armée israélienne n'est rien d'autre qu'une armée d'occupation coloniale. À partir de ce moment-là, les termes du problème se posent de la façon dont qu'a évoqué notre ami Gamel Abina, à savoir que faire le combat contre une guérilla, aucune expérience à travers l'histoire de l'humanité n'a démontré qu'une armée régulière pouvait combattre une guérilla. La guérilla, elle est difficile à combattre parce que, effectivement, comme l'a si bien dit Gamel, ce sont des fantômes. Oui. À partir de ce moment-là, les gesticulations que développe l'état-major militaire américain, parce que moi, je n'ai plus envie de dire sioniste, parce que les Américains sont des sionistes. Blinken lui-même a déclaré qu'il était sioniste. Procuration, effectivement. Et le président américain lui-même, hier, à la fête une fête religieuse juive, a déclaré qu'il était lui-même sioniste. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de croire à ce que disent ces individus. Ils ne font que mentir et de tenir un double langage. Et pour revenir à la question de l'ONU, qu'il s'agit actuellement de restructurer définitivement, je crois que la résistance et le conflit en Palestine a démontré encore une fois, parce qu'il y a eu l'attaque de l'Irak, il y a eu l'attaque de la Libye, il y a eu l'attaque contre le Vietnam, contre l'Algérie, bon bref, toujours est-il, et ces histoires de décolonisation ne se résoudront jamais avec un Conseil de sécurité dans lequel s'exerce un droit de veto. Ça c'est clair. Maintenant, je crois que la réponse hier a été donnée au monde entier, et les 3 premiers ministres du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont déclaré aujourd'hui qu'il était temps de mettre fin, cesser le feu, etc., etc. Mais c'est pas suffisant. Tout cela ne démontre qu'une seule chose, à savoir que c'est un échec total pour une des armées qui avait été présentée comme l'armée la plus invincible à travers l'histoire. Oui, elle est très invincible à partir du moment où elle est appuyée par des Italiens, par des Français, par des Britanniques, par des Américains. Voilà. Alors si après ça, surtout, elle n'est pas invincible, il faut se poser des questions. Mais madame, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'elle est aussi appuyée par des régimes, je dis bien des régimes, pas par des peuples, des régimes des armées régulières. Comme les Émirats et l'Arabie Saoudite appuient cette armée aussi. Oui. Alors, très bien. Je vais revenir vers vous, Gamal, tout de suite, et je vais reposer la même question. Alors, est-ce qu'on est en train de faire un petit peu le sensationnel en disant que, voilà, une unité d'élite va rentrer top secrète, et ce sont des éléments qui sont très, très bien, donc, qui ont été très bien entraînés, qu'il y avait Ehud Barak dans ces unités, qui sont un petit peu les vétérans, le Benjamin Netanyahou. Alors, je ne sais pas s'il a porté une arme, celui-là, dans sa vie. Donc, vous voyez, on est en train finalement de faire une glorification de cette unité top secrète qui finalement va s'infiltrer à Gaza. Mais pour faire
quoi à partir du moment où on voit les défaites qui sont en train d'essuyer jour après jour, en dépit des bombardements, bien sûr? Le problème des sionistes, c'est qu'ils ont essayé ce coup-là, c'est pas d'hier, on l'a vu en Algérie avec la Buette, hein, c'est un classique. On essaie d'infiltrer des réseaux palestiniens ou algériens ou libanais, c'était fait au Liban. C'est pourquoi d'ailleurs on fait référence à cette opération qui avait été emmenée à l'époque par Barak, effectivement, qui était déguisé en femme pour aller au Liban pour faire des opérations d'infiltration et de meurtre, c'est surtout ça. Alors vous posez la bonne question, est-ce que le dictateur, on peut parler de dictateur parce qu'il veut prendre tous les pouvoirs actuellement dans l'État sioniste, a apporté les armes? Jamais. Ces gens-là envoient les enfants des autres faire la guerre, mourir en leur nom, preuve en est, même l'histoire des otages ou des prisonniers de guerre, il y a aussi des militaires, donc c'est des prisonniers de guerre, même ces questions-là ne sont pas abordées par lui, il s'en fiche. Mais l'échec est patent et total. Ses objectifs de guerre, c'était quoi? D'abord, c'est d'essayer d'éliminer, d'éradiquer le Hamas, une idée politique qui en plus n'est pas seulement qu'en Palestine, elle est aussi à l'extérieur. L'Iran les soutient, le Qatar les soutient, il y a beaucoup de pays qui soutiennent le Hamas, hein, ils ne sont pas tout seuls, il y a même une branche en Irak pour tout vous dire. Donc déjà cet objectif de guerre n'est pas atteint. Ensuite le second objectif c'était quoi? C'était détruire tout le territoire palestinien pour qu'il soit plus habitable. Bon là-dessus 70% de destruction c'est pas mal, il a réussi son coup, mais ça ne change rien, les tentes sont dressées de toute façon. Troisième objectif c'était libérer soi-disant ce qu'il appelle les otages. Problème, c'est qu'il a tenté plusieurs fois le coup et systématiquement les otages meurent. Pourquoi? Parce que bombardement massif, parce que ces soldats sont des incapables et incompétents, et surtout parce que cette prétention à croire qu'ils avaient les meilleurs services secrets du monde, très prétentieux, hein, devant les MI6, devant les services américains, devant les services français, ou même algériens, on peut y aller. Hein. Les services secrets qui se vantent d'être les meilleurs, en règle générale, ne sont pas les meilleurs. Eh bien, même là-dessus, ils n'ont rien vu venir. Aujourd'hui, il y a une opacité totale, et ils espèrent à nouveau, dans une énième opération, pour se donner, redorer le blason, puisqu'au bout de 2 mois, ils n'ont pas réussi à venir à bout de Gaza, du nord au sud, je le précise, le nord est toujours en combat. Eh bien, au bout de 2 mois, qu'est-ce qu'ils disent? On va envoyer des unités d'infiltration, des forces spéciales. Problème, c'est que ces forces spéciales sont déjà intervenues, elles ont été pour une partie éradiquées. Donc ces méthodes qui rappellent le passé prouvent qu'ils sont à court d'idées et qu'aujourd'hui, ils tentent de façon désespérée de trouver des formules magiques, puisque sur le plan militaire, ils n'y arrivent pas, à part tuer des civils, et ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Ils nous ont parlé des tunnels, alors que la ville est totalement détruite et que maintenant tout le monde peut se cacher dans les décombres. Ils nous ont parlé d'une alimentation extérieure qui aurait été organisée de l'extérieur. Ils se sont trompés, c'est pas vrai, personne n'a fait le travail à leur place. Les Palestiniens ont fait ça tout seuls comme des grands. Et aujourd'hui, ils se demandent comment finir avec les Palestiniens tout en négociant. Donc je rappelle que si on veut avoir une idée de l'échec total, d'abord ils perdent énormément d'hommes. On le sait maintenant aujourd'hui, puisqu'ils censurent leur propre presse. Ensuite, ils perdent beaucoup de matériel militaire, parce que de toute façon, une fois qu'ils auraient des blindés sur place, vous ne pouvez plus bombarder. Et surtout, et c'est le plus important, ils perdent en crédibilité, leur population ne leur fait plus confiance, la sécurité est plus assurée, toute la bande côtière a été littéralement déménagée. Ils se rendent compte que le monde entier les déteste pour ce qu'ils font aux Palestiniens et ils se rendent même compte que leur propre population maintenant commence à leur en vouloir. Donc il y a une course comme ça à l'excès, à la tentative de miracle, mais le miracle n'arrivera pas. Quel que soit le nombre de bombes lancées, quel que soit le nombre d'agents infiltrés, ils finiront comme le reste, ils finiront par être démasqués et éliminés parce qu'effectivement, les Gazaouis se connaissent. Leur organisation est structurée, elle connaît le passé, elle sait ce qui s'est passé. Elle n'est pas tombée dans le piège de la Nakba, elle ne tombera pas dans le piège des infiltrations. Donc cette opération est une opération désespérée d'un homme politique qui se sait fini, qui a des affaires sur le dos et qui va devoir de toute façon répondre de ses crimes devant sa population et devant le monde. Alors, Amal Benbarti, je vous relance sur le point que vous avez tout à l'heure cité, à savoir qu'il y a plusieurs nationalités qui combattent auprès des soldats ou de ce qu'on appelle de l'occupation, donc de l'armée et de l'occupation sioniste. Il y a des Italiens, et ce n'est pas des allégations, puisqu'ils sont fiers de le dire et de l'avouer. Il y a également des Britanniques, il y a des Français, il y a beaucoup de Français, il y a également des Américains. Au fait, ce genre de procédé, ailleurs, aurait été condamné. On l'a vu par exemple en Syrie. En Syrie, lorsque des combattants musulmans regagnaient certaines armées de l'opposition, et vous savez qu'il y avait pas mal de précédents dans ce sens, eh bien, ils étaient considérés comme des terroristes. Ils ne savaient plus quoi faire d'eux. Est-ce qu'il fallait les réintégrer une fois que les guerres étaient terminées? Alors qu'ici, ça se fait de manière très régulière. C'est comme s'ils étaient partis au front et qu'ils sont revenus du front. Alors, comment on peut qualifier ça, Omar Benbarti? Le qualifie, il faut apprendre à utiliser nos propres termes. Les terroristes, ce sont eux, ce ne sont pas nous. Quelqu'un qui se défend sur son territoire, même leur droit international qui a été élaboré par leurs experts, dit expressément que n'est pas terroriste quelqu'un qui combat pour se libérer d'une puissance coloniale. Or là, nous assistons à quoi? Nous assistons à un peuple qui existe, qui est sur cette terre depuis des lustres, des millénaires, et il y a une entité qui joue avec lui
sur le registre du colonialisme et qui lui dit « oh, toi, de là que je m'y mette ». Nous, on a connu très bien ça pendant la guerre de libération, la guerre de libération, puisque nous étions une colonie de peuplement. À partir de ce moment-là, les véritables terroristes, ce sont justement ces mercenaires, parce que ce ne sont que, c'est comme ça qu'il faut les appeler, ces mercenaires qui viennent britanniques, italiens et autres, qui viennent, et ukrainiens aussi, il ne faut pas l'oublier, qui viennent donner le coup de main avec les soldats sionistes, parce que Gamel l'a bien dit, ils ne sont pas plus courageux et peut-être même plus courageux que d'autres. Donc à partir de ce moment-là, la guerre que mènent les jeunes, parce que ces jeunes qui sont en train de combattre aujourd'hui des Kataib Qassam et du djihad islamique, ce sont ceux-là même qui jetaient des pierres il y a 20 ans. C'est eux qui faisaient l'intifada. Et quel que soit... C'était les enfants d'hier. Qui survivront au massacre que perpètre actuellement le criminel, le fasciste, le nazi qui s'appelle Netanyahou, et les enfants qui survivront vont continuer à faire... On ne peut pas dégommer comme ça une population. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu ailleurs. À partir de ce point de vue, la seule chose que peut faire un gouvernement, et c'est pour ça que Biden, je pense qu'il commence à revenir un petit peu, je ne sais pas, il faudrait être dans le secret des dieux, mais toujours est-il qu'il a lancé aujourd'hui l'idée de changer de gouvernement, parce que le gouvernement d'extrême droite fasciste qui est actuellement en poste en Israël, lui-même a déclaré à travers son ministre de la Communication que jamais ils ne permettront l'existence d'un État palestinien. Jamais, 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 et qu'ils ne reviendront pas aux accords d'Oslo. Donc, les choses sont claires. C'est une guerre à la vie, à la mort. À partir de cette situation, les Juifs du monde entier, je dis bien les Juifs, je ne parle pas d'Israël, les Juifs du monde entier se rendent compte combien ils sont en train de perdre à tous les niveaux, communicationnel, idéologique, culturel, tout ce que vous voulez, historique, ils sont en train de perdre le peu d'estime qu'ils avaient essayé de ramasser après les fameux holocaustes que l'on a connus pendant la Deuxième Guerre mondiale. À partir de ce moment-là, ils découvrent qu'ils reviennent à la case départ. Et en revenant à la case départ, ils finiront par disparaître. Eh bien, très bien, parce que c'est à partir de là que justement, ils n'auront plus de chance de se refaire. Gamal Abina, en une petite minute, alors, comment expliquer justement qu'aujourd'hui, il y ait du renfort de plusieurs nationalités sur le front justement contre Gaza, alors que ce genre de procédé a été souvent condamné pour d'autres cas? Simplement parce que le sionisme est une idéologie qui n'a rien à voir avec la question du judaïsme, on est très loin de ça, c'est une idéologie impérialiste. Et l'impérialisme, il a de commun les États-Unis, la France, l'Angleterre et d'autres puissances qui ont été effectivement prises dans ce tourbillon de barbarie internationale. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ces impérialistes vont là-bas? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils veulent que leur empire occidental soit dans la région, puisqu'Israël est une excroissance de l'empire occidental. Ensuite parce qu'ils sont racistes, tout simplement. Quand on va partir pour tuer les Arabes, on sait pourquoi on y va, comme en Irak. Et surtout parce qu'ils veulent garantir que leur enfant chéri, qui est en difficulté grave aujourd'hui, qui perd beaucoup de matériel, comme je disais, d'hommes, qui est littéralement en interrogation sur son existence intrinsèque, et bien qu'il soit en mesure de faire face à cette résistance palestinienne, qui n'est pas seulement le Hamas. Toutes les factions sont actuellement actives. Les Houthis font le travail aussi dans le sud de façon assez héroïque. Les Irakiens de même contre les forces américaines. Ce qui se passe en Syrie, c'est pareil. Il y a aussi des attaques sur les forces américaines. Donc l'impérialisme, dans le sens large du terme, qui est une bête sauvage, qui est une bête qui a une excroissance en Palestine, est en fin de vie et se sait en fin de vie. Donc ils font tout pour se maintenir en envoyant, ce qui a été dit par Omar Berti, des mercenaires. Ce sont des militaires payés, ce sont des criminels, des mercenaires, comme on l'a vu dans l'histoire depuis très longtemps. En tous les cas, ils ne s'en cachent pas, ils le disent ouvertement. Il y a même un soldat soldat de l'occupation, donc qui est venu dire, s'il vous plaît, venez tous vous battre sur le front pour empêcher un nouveau holocauste. Vous imaginez un petit peu ce genre de propos. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Je rappelle respectivement Gamal Abina, analyste des questions internationales, était avec nous donc depuis Paris par Skype, et Omar Benbarti, expert des questions internationales et politiques. Vous étiez également avec nous depuis Oran. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.